Quenelle de Jacob Cohen, écrivain juif antisioniste franco-marocain, auteur du Printemps des Sayanim. Quenelle glissait à Manuel Valls, à François Hollande, à tout le gouvernement, à toute la classe politique qui se soumet au lobby judéo-sioniste, au CRIF et à ses larbins. J'ai cité Charlie Hebdo et SOS Racisme et tous les autres. Jacob Cohen, bonjour. Bonjour. Alors, petit rappel pour les internautes qui vous ne connaisseraient pas encore, vous êtes donc un écrivain français d'origine marocaine et vous êtes notamment de confession israélite. Et l'un des traits qui vous caractérise, c'est que vous êtes un écrivain antisioniste. Aujourd'hui, dans la cabale médiatique que subit l'humoriste Dieudonné, on fait intervenir de nombreux membres de la communauté juive, mais ceux-ci ont un discours assez semblable. C'est un peu on a simplement un seul avis à propos de Dieudonné. Quel est votre point de vue, vous-même, en tant que Français juif, sur cette affaire ? Mon point de vue, enfin, il peut y avoir plusieurs éléments, plusieurs observations. La première qui vient à l'esprit, c'est d'abord la puissance du lobby judéo-sioniste en France, qui a réussi à monopoliser l'attention du pays, à mobiliser l'appareil d'État, les médias, contre un seul homme. Et il a réussi. Enfin, d'ailleurs, comme il est très bien implanté dans les médias, très bien introduit dans tout l'appareil d'État, au sein du gouvernement, du Parlement, grâce notamment aux Sayanim, c'est-à-dire ces juifs sionistes qui collaborent avec le Mossad et qui sont des milliers en France. Donc il a réussi à monopoliser et à faire de Dieudonné l'ennemi public numéro un. Ça, c'est ma première observation. La deuxième, je dirais que c'est toujours le recours à l'antisémitisme, cette vieille ficelle qui commence à s'user. Enfin, apparemment, ça ne s'use pas, mais je rappellerai juste une chose, que il y a 40 ans, Israël Shahak avait écrit dans son livre « Le racisme d'Israël » qu'en 1973, un journal britannique avait eu l'idée de publier un article sur l'occupation israélienne de la Cisjordanie en 1973. Et on a lancé une campagne contre ce journal le traitant d'antisémite. Donc en fait, ça, c'est une accusation récurrente qui aide, parce que c'est vrai que l'Europe a une telle peur de l'antisémitisme, après ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, que toute allusion à l'antisémitisme terrorise tous ceux qui peuvent, de près ou de loin, critiquer Israël. Je raconterai cette anecdote qui m'a beaucoup fait sourire, enfin tristement sourire. Besancenot, qu'on ne peut pas soupçonner quand même d'antisémitisme, il a été, je pense dans une émission de télévision, je ne sais plus laquelle, enfin bon, il a été accusé par le président du CRIF, un gros Bouddha qui lui dit « Monsieur Besancenot, vous êtes antisémite ». Et Besancenot, au lieu de lui dire « Mais allez vous faire foutre, monsieur, je ne le suis pas, je suis anti-israélien, je critique la politique israélienne et je vous emmerde, voilà. De quel droit vous me traitez d'antisémite ?» Pas du tout, il s'est mis à pleurer. Enfin, les larmes étaient presque réelles, presque. Il dit « Mais je vous assure, monsieur, je ne suis pas, mais comment, mais... » C'est affligeant. C'est affligeant qu'un dirigeant politique, quand même, qui a une culture politique, qui a une tradition politique, une histoire politique, se soumette de cette manière-là. C'est dire qu'ils ont pris l'affaire Dieudonné par le bout de la lorgnette antisémite. Seulement, il y a deux poids, deux mesures en France, mais enfin depuis des années. Quand il s'agit des Juifs, la moindre remarque que les Juifs peuvent considérer comme une dérive, elle est tout de suite épinglée comme antisémite, et là, c'est l'interdiction totale. Par contre, on peut traiter le prophète Mahomet
de terroristes avec une bombe sur la tête, de pédophiles, on peut rire tout ce qu'on veut, mais à ce moment-là, Sarkozy vient et dit « je préfère l'excès de caricature à l'absence de caricature ». Donc tout est permis quand il s'agit des Noirs et des Arabes. Les contrôles aux faciès. Et même des catholiques. Hein, ah oui, même des catholiques, bien sûr. Bien sûr, les Femen, les Jésus dans une pièce de théâtre sur lequel on jette des excréments, enfin, bon. Donc tout, on peut traiter tous les autres, on peut dire ce qu'on veut, mais sauf les Juifs. Deux poids, deux mesures. Par exemple, Badinter est venu aujourd'hui à la télévision dire, ou hier, mais vous savez, on est contre tous les racismes et contre l'antisémitisme. Mais en fait, c'est juste pour faire passer la pilule, parce qu'ils n'ont jamais été contre les autres racismes. Combien de dérives il y a eu? Moi, je considère par exemple les paroles de Dieudonné. Prenons-les. C'est, mettons, un dérapage que d'aucuns pourraient considérer comme de mauvais goût et à tendance antisémite. Bien. Vous parlez de la sortie sur Patrick Voilà, Cohen. voilà. Faut rappeler là-dessus que l'enregistrement qui a été diffusé a été capté de façon illégale. D'accord. Et donc toute cette polémique est basée sur la diffusion de propos. Admettons. De façon. Admettons. Combien il y a eu ces 30 dernières années de dérapage anti-noir, anti-arabe? Les bruits, les odeurs, enfin, les sketchs contre les Noirs, contre les Arabes, voulus, c'était même pas des dérapages involontaires, d'une part. Deuxièmement, le racisme que vivent les musulmans et les Noirs au quotidien, des Français d'origine maghrébine ou d'origine africaine, les contrôles aux faciès, les humiliations, le tutoiement, les bavures, les balles que la police coloniale française tire comme ça dans le dos et les pousse au crime. Tout ce que vivent ces gens, ces communautés de plusieurs millions de personnes pour refaire les papiers, etc., tous ces harcèlements. Mais c'est ce racisme-là qu'il faut combattre. Et là, on tombe sur une phrase. Mais par contre, tout le reste, on l'a oublié. C'est dire la puissance. Là, tout cela vient de la puissance extraordinaire qu'a acquise le lobby judéo-sioniste dominé par le CRIF, et tout ça au bénéfice d'Israël. Parce qu'il faut toujours se souvenir que tout ce travail, il est fait pour protéger en dernier ressort Israël et sa politique coloniale. C'est vrai qu'il y a la fameuse vidéo de Manuel Valls qui rappelle son attachement éternel à Israël. On a eu récemment François Hollande qui était en voyage, qui allait se prosterner à Yad Vashem. Donc là on retrouve toute l'allégeance à ce que certains appellent la religion de l'Holocauste. Oui. Selon vous, cette religion de l'Holocauste, quels sont ses buts profonds? Vous savez, je ne sais pas, c'est peut-être une coïncidence, mais jusque dans les années 70, on ne parlait quasiment pas de l'Holocauste. En tout cas, c'était un sujet, mettons, secondaire, disons, si on veut. Et c'est curieux parce que, en fait, l'explosion de cette religion de l'Holocauste est venue de plus en plus avec l'occupation israélienne et les problèmes que cela crée. La première intifada, par exemple, qui a mis à nu le système colonial, vraiment la nature coloniale d'Israël, de l'occupation israélienne. La loi Guesso date de 1990 ou 91, c'est-à-dire à un moment où vraiment c'était la tension extrême. L'affaire de Carpentras. Voilà. Et la tension extrême au Moyen-Orient. Et donc, en fait, pour moi en tout cas, j'interprète ça c'est comme le recours à l'antisémitisme. Et le recours à la Shoah, c'est toujours en rapport avec Israël. C'est toujours pour éviter à Israël d'être l'objet de critiques virulentes, d'être un pays qui est en train de se délégitimer pour contrer toute espèce de tentative de boycott, etc. Donc en fait, il y a toujours un élément derrière. Le CRIF ne travaille pas, parce que la communauté juive en France, elle n'est absolument pas en danger.
Enfin, je veux dire, il n'y a pratiquement, enfin, à part quelques petits cas, enfin, je veux dire, par rapport aux musulmans, la communauté juive est ultra protégée, il n'y a pas de problème. Mais en fait, toute cette mascarade, toute cette dynamique de la Shoah, pour moi, elle a pour but de défendre Israël, c'est-à-dire de donner une image, finalement, d'avoir un peu pitié, ou de se dire oh, ils ont tellement souffert, et puis donc de donner une image, de corriger l'image d'Israël. Et ce recours, il ne s'explique pas autrement, à mon avis, parce que pourquoi on ferait tout cela pour des communautés juives en Europe qui ne risquent absolument rien, ni américaines. Et donc il y a toujours cette arrière-pensée de défendre Israël en dernier ressort. Alors, dans un de vos livres qui s'appelle Le Printemps des Sayanim, vous parlez donc d'agents qui agiraient dans la sphère médiatique pour influencer l'opinion. Est-ce que vous, en regardant la télévision hier soir, vous avez vu à l'action ces Sayanim? Les Sayanim sont des nationaux. C'est-à-dire, en Amérique, ils recrutent des Américains, en France, ils recrutent des Français, en Angleterre, ils recrutent des Anglais. Donc ce sont des Juifs sionistes que le Mossad contacte. Pourquoi il les contacte? Parce qu'ils appartiennent au Bnei Brit, à des institutions juives, au CRIF. Il va les voir et il leur dit, voilà, on a besoin de vous, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Donc, ils sont principalement, ils sont partout dans tous les domaines de la vie politique, économique, culturelle, etc., mais aussi dans les médias. Donc, en fait, il y a des Sayanim à peu près dans tous les médias en français. Bon, évidemment, ils ne se déclarent pas, parce que sinon... mais on peut supposer que les Patrick Cohen, les BHL, les Finkelkraut, l'Alexandre Adler, l'Elisabeth Lévy, les Ruth Krief, etc., probablement en font partie. Donc, ils reçoivent des instructions et donc ils agissent de concert pour amener une politique déterminée. Les consignes 10, comme disait voilà, les consignes 10, voilà. Et donc, en fait, et c'est pour ça que parfois, il y a cet unanimisme dans les médias. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on se dit, mais vers quelques médias qu'on se tourne, que ce soit France Info, France Inter, iTélé, etc., on entend toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de coordination qui est faite au sein du Mossad, du département de la guerre de propagande du Mossad. Et ces Sayanim ont été reconnus officiellement, ont été créés dans les années 50, et tous les chefs du Mossad qui ont été interviewés par Gordon Thomas dans son livre, il a écrit plusieurs livres sur le Mossad, ont reconnu l'existence des Sayanim. Viktor Ostrovsky, qui a été agent du Mossad, a parlé des Sayanim en Angleterre, etc. Récemment, un producteur de cinéma fameux aux États-Unis, il a déclaré avoir travaillé pour le Mossad pendant 30 ans. Donc en fait, ici en France, ce sont tous ces gens infiltrés dans les médias qui continuent à travailler normalement, mais qui propagent les idées en favorables à Israël et qui influencent aussi les autres, leurs collègues, qui ne savent probablement pas qu'ils travaillent pour le Mossad, qu'ils travaillent pour Israël. Et donc finalement, il y a cette espèce d'unanimisme qu'on voit dans les médias à propos du données, à propos d'Israël, à propos de la Shoah, qui font qu'on construit toute une opinion publique qui est favorable, enfin en tout cas, et qui répercute les exigences israéliennes. Alors on sait que Israël, à plusieurs moments de son histoire, dans certains pays de la diaspora, ils ont organisé des attentats ou des attaques contre des communautés juives pour les pousser au départ et les encourager à faire leur alia. Est-ce que vous pensez que le climat de peur instauré dans l'affaire Dieudonné peut viser à effectivement encourager les Français de confession juive à quitter le pays pour aller en Israël? Vous savez, Israël a toujours eu cette obsession de faire venir le maximum de Juifs en Israël. Et
curieusement, si on regarde l'histoire de l'immigration juive en Israël, celle-ci s'est faite à 90%, je dirais, par une arnaque sioniste. C'est-à-dire que les juifs des pays arabes, enfin les grandes immigrations, c'est quoi? Les juifs des pays arabes, c'est-à-dire du Maroc jusqu'au Yémen, en Irak, etc. Les juifs de l'Union soviétique et les juifs que je mets entre guillemets, les juifs éthiopiens par exemple, qu'on a obligés à se convertir, donc ils n'étaient pas réellement juifs. Mais toutes ces immigrations ont été réalisées par des manipulations médiatiques, politiques, économiques, culturelles, etc. Les juifs, tous ces juifs, au Maroc par exemple, moi je viens du Maroc, j'ai fait partie d'un mouvement sioniste, je sais comment on a travaillé. Les juifs d'Irak, les juifs d'Égypte, en Égypte, on sait qu'il y a eu des attentats en 52-53. Il y a eu un réseau qui a été arrêté et qui a fait des confessions. Et donc, toutes ces populations n'avaient pas envie de partir en Israël. Elles avaient envie de vivre là où elles étaient. D'ailleurs, la preuve, c'est que aucun mouvement d'importance ne s'est fait d'Europe ou des États-Unis ni d'Amérique latine. Donc, toutes ces populations ont été amenées de presque, je dirais, de gré ou de force. Voilà, on les a manipulées. Et donc, aujourd'hui, probablement, enfin, le gouvernement israélien, les institutions sionistes, comme l'agence juive, on ne peut pas s'imaginer tous les efforts qui sont faits pour attirer des jeunes. On paye à des jeunes qui ont 15-16 ans, on leur dit venez en Israël, on vous paye 3 années d'études, tout frais payé, les billets d'avion, l'argent de poche, etc. Et pourtant, il y a quoi, 2000 personnes qui y vont, 3000, mais combien s'en vont? Et donc, cette campagne, enfin cet antisémitisme qu'on essaye de créer par tous les moyens, aussi par ce sentiment d'insécurité ou d'antisémitisme, il est entretenu, il est développé, parce que ça arrange les Israéliens, que les Juifs s'en aillent là-bas. De Gaulle l'avait dit déjà en 1967. Il avait dit le problème avec Israël, c'est qu'il continue à faire venir des millions de gens, et donc il a besoin d'un espace vital. Voilà. C'est très important ça. Il lui faut un espace vital. Et c'est pour ça qu'il a conquis la Cisjordanie et qu'il y a mis 600 000 colons, et peut-être aujourd'hui 650 000 colons, et qu'il lorgne vers la partie est du Jourdain. Et qu'un jour ou l'autre, ça viendra probablement. Et donc, plus il reçoit des immigrants, et plus il veut de l'espace pour sa population. Et l'antisémitisme est un des éléments de cette politique. L'argument juridique qui a été retenu contre Dieudonné a été l'atteinte à la dignité humaine pour ses sketchs sur les Juifs ou sur l'Holocauste. Comment ressentez-vous, en tant que Juif, les sketchs de Dieudonné à propos de la communauté juive ou de la Seconde Guerre mondiale? Moi, personnellement, je trouve qu'il a beaucoup d'humour, d'une part. C'est vrai que parfois, il peut se glisser quelques observations qui peuvent être un peu limites. Bon, mais après tout, je pense que si on admet la liberté pour chacun, il faut qu'elle le soit. Enfin, si on admet la liberté, il faut qu'elle le soit pour tous, ou alors pour personne. On ne peut pas, en même temps, laisser la liberté à tous ceux qui critiquent les Noirs, les Arabes, les cathos, etc., ou les homos, et d'un autre côté, interdire aux humoristes de faire des blagues sur les Juifs. Moi, en tant que Juif, je me dis, il a le droit. Des fois, ça ne me plaît pas. C'est vrai, je reconnais qu'il y a certaines choses que je pourrais éventuellement juger un peu extrêmes. Voilà. Mais je me dis, il a le droit de le faire, il doit avoir le droit de le faire comme n'importe qui d'autre. Voilà. S'il viole la loi, il y a des tribunaux pour ça. Voilà. Comment dire, le problème de Dieudonné, il est venu d'où? On a tendance à l'oublier. C'est que c'était quelqu'un d'antiraciste, c'est quelqu'un qui s'est présenté à Dreux contre le Front National, c'est quelqu'un qui travaillait avec Elie Semoun. Son malheur, entre guillemets, si on peut dire, est venu du fait qu'il s'était cru autorisé
à vouloir faire un sketch sur un colon sioniste. Bon, faire un sketch sur un colon sioniste, en principe, ça ne devrait pas être interdit, puisque c'est un colon qui opprime un peuple. Mais c'était intolérable pour la communauté organisée, pour le CRIF. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Moi, je me souviens. Le sketch est passé le week-end. Le mercredi suivant, il avait un spectacle à Lyon, il a été interdit. Il a été annulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on lui a dit ceci, ou tu t'excuses, et là, à ce moment-là, tu peux faire carrière, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Tu peux faire carrière dans le cinéma, dans les sketchs, etc. Tu peux passer à la télévision tant que tu veux, mais il faut que tu t'excuses et que tu renonces. Et ils sont tombés sur un os. Ils ne sont pas tombés sur sur ce petit crétin de Toen, là, comment il s'appelle Stéphane Toen, oui. Ouais, Toen, qui a fait taper les doigts par Europe. C'est Sébastien Toen. Il s'est présenté à Canal+, il a fait un petit sketch de rien du tout, où il a dit Israël à propos d'Elie Semoun. Et là, le CRIF a dit, oh là là, il y a des remarques antisémites. Mais c'est pathétique de voir ce pauvre gars, parce que moi j'avais beaucoup d'estime pour lui. Et c'est vrai que, enfin, je peux comprendre, sa vie, son gagne-pain, c'est la télé. Si on lui colle l'étiquette antisémite, il est perdu. Et donc il est venu s'excuser, il a pleuré, il a embrassé les bottes, les chaussures du président du CRIF, il a baisé les mains, il s'est abaissé, c'était pathétique, voilà. Et bien, on attendait ça de Dieudonné, il ne l'a pas fait. C'est ça le problème. Et donc, on oublie que Dieudonné, s'il a cette réaction contre la communauté juive, enfin, certains responsables juifs, c'est parce qu'on lui a mené la vie dure pendant des années. Mais moi, je comprends. Si on m'avait fait le coup à moi, mais j'aurais développé un ressentiment terrible contre cette communauté. On a voulu le tuer professionnellement. On l'a attaqué, on l'a harcelé, on a essayé de l'humilier. Et pourtant, il maintient un certain niveau comment dire, de courtoisie, enfin, peut-être pas de courtoisie. C'est vrai qu'il est méchant, enfin, il va méchant, enfin, je veux dire, il tape dur. Et il a raison de taper dur. Voilà, contre des gens. Et on a tendance à l'oublier, qui ont essayé de le tuer professionnellement et qui continuent à vouloir le tuer professionnellement. Et pour cela, je dis, c'est le seul résistant aujourd'hui contre le système. Voilà. Il n'y a pas d'autre résistant. C'est-à-dire que si on va voir comment dire, les autres, Besancenot, etc., voilà, le Parti communiste, voilà, ils marchent main dans la main avec tous les autres. On leur donne d'ailleurs, on les subventionne. Ça veut dire que bon, ce sont de bons soldats, on subventionne l'humanité, on subventionne le NPA, etc. Ils tiennent leur petit discours, on leur dit très bien, venez à la télévision, on les applaudit. Mais le seul qui remet en question, voilà, la domination sioniste en France, c'est-à-dire et qui montre comment le lobby sioniste dirige la France en sous-main. Derrière, il tire les ficelles. En tout cas, il y a beaucoup d'autres qui le font, mais lui, il le fait avec beaucoup d'humour. Il fait rire les gens, il est très populaire, et c'est ça qui est intolérable, et c'est comme un os en travers de la gorge du CRIF. Alors vous parliez justement des résistants, il y a des associations qu'on aurait pu penser comme résistantes, comme l'association BDS, il y avait aussi l'association La FPS, mais aussi l'Union des Juifs pour la paix. Donc ces trois associations qui se disent pro-palestiniennes et anti-sionistes ont toutes les trois publié des communiqués anti-Dieudonné. Pour vous, comment peut-on interpréter ces communiqués de la part de soi-disant résistants au sionisme? Alors, il y a une première remarque. C'est la victoire éclatante du critère antisémite en France. C'est-à-dire que dès qu'on dit, attention, antisémitisme, oula, les gens, ils font dans leur froc. Excusez-moi l'expression, mais c'est terrible. Par exemple, prenons la FPS. La FPS reçoit 140 000 € par an de subvention, ce qui est pas mal quand même. Bien.
on lui colle l'étiquette antisémite. Et puis la FPS joue le jeu correctement. 2 États, frontières, machin, bon, très très bien, bravo, bon, on vous applaudit. Voilà, voilà, vous pouvez continuer votre boulot. Moi, je me souviens d'une chose. Quand le printemps des Sayanim est sorti, j'ai envoyé un mail, à l'époque, je n'avais pas Facebook, j'ai envoyé un mail à peu près à toutes les associations qui existent en France, de FPS, une 70 à peu près. Personne ne m'a répondu, et non seulement ça, ils ont commencé à me boycotter. C'est-à-dire, dans 3 villes de province où je suis allé, les associations locales qui m'ont invité ont appelé la FPS, leur ont dit voilà, on reçoit Jacob Cohen, est-ce que vous voulez vous associer à nous? Jacob Cohen, il n'en est pas question. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'être... parce que le printemps des Sayanim, ça évoquait quoi? Ça évoque une espèce de protocole des sages de Sion, c'est-à-dire un complot juif mondial, c'est-à-dire des juifs qui s'organisent en France, aux États-Unis, etc. Attendez, mais c'est le Mossad qui a créé ces gens-là. Moi, je n'y suis pour rien. S'il y a un complot, il est là. Et donc, c'est ça qui est terrible. Ça veut dire qu'ils ont intériorisé... Moi, j'ai une expression pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont accepté les règles de jeu imposées par l'adversaire ou par l'ennemi. Voilà. C'est-à-dire, l'ennemi vient, il leur dit... Voilà, c'est comme si on jouait à un jeu, et c'est un des deux qui dit « Voici mes règles, tu dois les respecter ». Et l'autre, il dit « Bon, d'accord ». Ce qui fait qu'il est toujours perdant. Enfin, en tout cas, il ne gagnera jamais. Pourquoi? Parce que on lui pose des limites. On lui dit « Bon, voilà, l'AFPS et les autres, c'est à peu près le même raisonnement. C'est-à-dire, attention, si vous touchez, s'il y a le moindre sens de l'antisémitisme, vous risquez gros. Donc, vous devez vous la fermer. En tout cas, vous devez limiter vos critiques. Et donc, ils se soumettent d'eux-mêmes. C'est ça qui est terrible. Ils se sont soumis au diktat du CRIF, des institutions sionistes, qui leur disent tout ce qui peut être considéré de près ou de loin comme antisémite, vous n'y touchez pas. Et donc, ils n'ont pas fait, ces organisations-là, n'ont pas fait l'analyse suivante. C'est quoi l'analyse? Quand on combat Israël, quand on combat le sionisme, en France, on est en France, il faut combattre ceux qui soutiennent Israël et le sionisme. Si on ne le fait pas, c'est pas en publiant quelques lettres, quelques vidéos sur Hebron, etc., qu'on va faire bouger les choses en France. En France, le combat passe d'abord par le combat contre le CRIF, contre les manifestations du CRIF pour le Tzahal, pour l'armée, etc., passe contre l'existence des Sayanim, passe contre la politique, le dîner du CRIF, etc., la soumission de la classe politique. Ils n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur d'être critiqués pour antisémitisme. Et ils ont intégré cette peur. C'est ça, c'est comme des colonisés qui intellectuellement... moi, je connais le discours du colonisé. Vous savez, Albert Memmi qui a écrit le complexe du colonisé. Le colonisé, il intègre le discours du colonisateur, du dominant. Et ils l'ont intégré, eux, en acceptant ces limitations. Mais ils se coupent les ailes. Et c'est triste. Enfin, c'est triste parce qu'ils n'ont pas compris le sens global de la lutte que mènent des antisionistes. Voilà. En France, c'est surtout en France. Moi, je suis en France, donc je combats le sionisme dans ces manifestations en France. Pour les Français juifs qui vont payer les pots cassés de cette politique, hein, on décrit depuis tout à l'heure un dynamisme de soi-disant lutte contre l'antisémitisme qui ne fait qu'en créer davantage. Comment ces Français juifs peuvent justement essayer d'honnêtement combattre cet antisémitisme? Est-ce que pour vous ça passe par la distanciation avec ce que fait Israël et entre guillemets la communauté juive organisée?
moi, je suis pas mal pessimiste. Je crois que c'est fichu. De ce côté-là, c'est un peu comme si on me demandait, on m'a demandé, est-ce que vous croyez, par exemple, à un réveil en Israël d'une gauche ou d'un camp pacifiste, etc. Je dis, il n'en est absolument pas question. Enfin, il y a, mais c'est tellement infime qu'on ne peut pas compter là-dessus. Et en France, malheureusement, je ne vois pas un tel sursaut. Pourquoi? Parce que les institutions juives, c'est-à-dire le CRIF, etc., les médias, ont fait main basse sur toutes les institutions. Ça veut dire il n'y a qu'une seule voix qui parle. Et cette voix est celle en faveur du sionisme et d'Israël et de la colonisation, de l'occupation. Aucune critique n'est tolérée. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui reste aux autres? Beaucoup se disent, bon, finalement, tout le monde n'a pas envie de militer, tout le monde n'a pas l'âme de militant, de s'opposer. Et donc, ils se découragent, ils disparaissent, comme j'ai dit un jour, ils disparaissent dans la nature. C'est-à-dire, bon, ben voilà, ils s'éparpillent, ils oublient leur qualité de juifs, ils n'ont pas envie de se battre. Et ceux qui se battent, ils reçoivent des coups. Quand on pense à Edgar Morin, quand même, qu'on a traîné devant un tribunal pour antisémitisme, quand on pense... Et c'est ça qui me fait... Enfin, c'est terrible quand on parle comment dire, enfin, d'antisémite comme Dieudonné, alors que Stéphane Hessel, qu'on a traîné dans la boue, qu'un sociologue, enfin, que je n'ai pas envie de qualifier, a traité de tête de vipère, qu'on a envie d'écraser, etc. Cette haine que soi-disant on ressort quand il s'agit de Dieudonné, la haine qu'il y a contre les juifs qui osent critiquer. Récemment, Marc Lévy, bon, on peut aimer ou non cet écrivain après tout, un écrivain populaire, bien. Il a participé à une campagne d'Amnesty International pour un village palestinien. Mais il faut voir ce qu'il a reçu comme insulte des sites sionistes. C'est donc, il y a beaucoup de juifs qui, à mon avis, n'ont pas envie d'avoir affaire à ces gens-là. Et donc, ils disparaissent, enfin, ils n'ont pas envie de se battre. Et finalement, il ne reste que les purs et durs, du style de CRIF, LDJ, etc., et qui monopolisent comment dire, l'organisation des autres juifs. Et les autres juifs n'ont plus le choix. Ou alors ils marchent dans cette histoire, ou alors ils se retirent sur la pointe des pieds parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des histoires. Mais certainement un jour, parce que, vous savez, il y aura toujours un retour de bâton. En général, le colonialisme, tout colonialisme, regardez dans l'histoire, tout colonialisme, il est toujours triomphant jusqu'au bout. C'est-à-dire, il va jusqu'au bout de sa logique coloniale, de sa logique répressive, de domination, d'expansion, etc., jusqu'au jour où il doit aller contre le mur et il s'effondre. Et c'est malheureusement, et là, il y aura un retour de bâton. Mais il sera trop tard, malheureusement. Eh bien, Jacob Cohen, nous vous remercions d'avoir accordé cet entretien à l'agence Info Libre. Et puis, nous espérons que ce témoignage ne vous vaudra pas, comme par le passé, des agressions de la part de la Ligue de défense juive. Espérons. Mais bon, mais vous savez, le combat, quand on mène le combat, ben, on assume avec toutes les conséquences. Voilà. Moi, je le prends avec le sourire.